Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode d'un Motard, une histoire, Pascal de Motul nous invite à la rencontre d'un personnage dont la passion mécanique va de la moto à l'automobile, mais pas n'importe quelle voiture. Et puis surtout, il emmène beaucoup de monde avec lui. Un homme, une passion, un aventurier. Mais ce qui rend l'histoire exceptionnelle, c'est que l'homme a emmené toute sa famille derrière lui, sa femme et ses 3 garçons également. Tu vois, Mika, c'est une histoire fantastique, une famille fantastique. Je te laisse avec Antoine Morel et moi je vais rejoindre l'atelier. Ça marche, à tout à l'heure. Antoine, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton antre. C'est assez fabuleux. Alors c'est assez inhabituel pour nous parce qu'il y a beaucoup de voitures, il y a des très belles motos, mais tu es un passionné de mécanique au départ. Automoto sont indissociables dans ta vie. Ah, c'est clair, ouais. Je suis parti, c'est vrai, ma première passion, ça a été les voitures. Et puis, ça a été après le Dakar et les motos. Et les motos. Sur ta veste, on voit donc le logo MD pour MD Rally Sport. MD, ça veut dire Morale développement ou Morale Dakar. Morale Dakar, c'est très important. Voilà. Développement et développement pour le Dakar. Voilà. Alors là, du coup, on est en Normandie, pas très loin de Villedieu-les-Poêles pour ceux qui connaissent. Et on a des très belles voitures, des Alpines, passion pour les voitures de sport françaises, les Gordini, mais aussi un peu d'anglaise avec la Mini Cooper. Une Sterling, qu'est-ce que c'est que cette voiture incroyable ? Alors, c'est une voiture un peu particulière parce que là-bas, c'est 2 Anglais qui ont construit cette voiture, 2 frères qui ont construit cette voiture. Et quand on voit le développement de cette voiture-là, il y a des choses très intéressantes. C'est pour ça qu'elle est là. Voilà, toujours du développement. La voiture qui est quasiment une moto avec la Super 7, la Lotus, en Angleterre. Et puis, autour, on a la 500 XT qui est ta moto. Ah oui. Pour un amoureux du tout-terrain et des rallyes, forcément, et du Dakar, la 500 XT, ça représente beaucoup. Bah pour moi, oui, la 500, c'est mon époque déjà, d'une. Donc, je crois que j'ai toujours eu des 500 XT. Ouais. Et autour de nous, il y a des très belles prépas avec un logo qui s'appelle Morex Custom. Oui, alors alors un peu plus. Ça, c'est les fils. Tu as combien de fils ? J'ai 3 fils. Qui s'appellent ? Alors, Alan, l'aîné, qui a fait 2 Dakar avec moi en quad. On va en reparler tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Kevin, le deuxième, et Johan, le dernier, qui est chez moi avec MD Rally Sport et qui fait beaucoup de développement aussi. 3 garçons qui sont à l'aspi de leur papa et qui se lancent dans la customisation de moto. Voilà. La moto, pour nous, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est même plus que tout ça, c'est notre vie au quotidien, quoi. On a de la chance d'avoir une bonne rivalité avec mes frères qui nous pousse, qui nous motive et est vraiment intéressante. Elle a toujours été là. On a chacun notre style, notre touche. Tous les 3, on amène quelque chose à la moto. Tous les 3 travaillent avec moi. Avec Morex Custom, nous expliquerons pourquoi ce nom. Il y a une base de Morel dedans, mais il y a d'autres histoires derrière. Il y a d'autres histoires. Voilà, un peu de door track. Le tout-terrain n'est jamais très loin. Ce qui est sympa vraiment, c'est les premiers instants dans l'atelier où la moto est d'origine. À l'image d'un joaillier qui va commencer à tailler son diamant brut, nous c'est la même chose. On commence à découper le cadre et puis le refaçonner derrière, l'affiner, aller dans les détails pour atteindre l'objectif. On s'épanouit vraiment à aller dans la finesse, à pousser les détails et ça c'est vraiment cool. La mécanique, c'est le mot-clé de ta vie de famille. On parlera aussi de Maryse tout à l'heure, ton épouse, qui est très importante dans la réalisation de tout ça. Mais la mécanique, c'est un mot-clé puisque tu m'as dit avoir quitté l'école très tôt
et devenir mécanicien très jeune. Exactement. Et alors, et le Dakar, qu'est-ce que ça représente pour toi, justement? À quel moment le Dakar rentre dans ta vie? Alors le Dakar, c'est 89. Michel Gambillon, qui est une personne chez nous très connue, et qui m'appelle pour aller faire mon premier Dakar chez André Dessoude. Première année, André me met mécanicien, et les mécaniciens étaient convoyés en avion. Donc ça ne me plaît pas. Et la deuxième année, il me met au volant d'un camion. À l'époque, les camions d'assistance faisaient les mêmes pistes que les concurrents, que les motos, que les voitures. Et les fins de spécial, je ramassais tous les motards, ou je les remettais debout, ou j'étais derrière avec mon camion pour les éclairer, ils tombaient devant moi, il fallait que je fasse attention de ne pas les écraser, enfin pour que ces motards aillent au bout. Mais toi, à un moment, tu passes au guidon, tu vas faire ton Dakar à moto en 1998, comme cette petite sculpture le montre, quoi. C'est ça, hein? Mais toi, tu avais une expérience du pilotage moto dans le sable, du pilotage moto tout-terrain, des rallyes, tu avais fait quelque chose? J'avais les enduros, le motocross et tout, je ne connaissais pas. Donc tu fais le Dakar 98 avec la numéro 171. C'est quoi comme moto que tu choisis pour aller au Dakar? Alors, il n'y avait pas le choix, il n'y a que la 620 à l'époque. KTM faisait les 620 qui n'avaient pas de démarreur, qui étaient équipés de réservoirs déjà, sans démarreur électrique. Et j'ai acheté cette moto et voilà. Et l'aventure démarre comme ça. Et alors, ce premier Dakar, est-ce que tu vas au bout? C'est la grande question. On part à 173 sur le Dakar. Et, je fais le prologue qui était en Espagne. J'étais content et fier de moi de sortir de ce prologue. Et je dis à Maryse, je suis content de moi, j'ai bien roulé. 173, elle n'osait pas me dire. Et je finis avant-dernier. Du prologue. Alors que toi, tu avais eu de bonnes sensations. Et j'avais des bonnes sensations. La route va être longue. La route va être longue. Ouais. J'ai fait une bonne navigation sur ce Dakar. Et je finis 55. Le dernier Dakar de Peter Hansel. Ouais. Finit premier. Moi, je finis dernier, 55. Je finis en aidant beaucoup de monde sur la piste. Ouais. Des collègues et tout. Enfin, tous les gens que je rencontre sur la piste. Et on m'appelle le Saint-Bernard du désert. Antoine, on a quitté les fauteuils pour se rapprocher de cette très belle 500 XT parce que j'aimerais que tu me racontes une anecdote que tu as vécue au Dakar. 98, salon de la moto, et je fais le tour des stands et je tombe sur un pilote qui expose sa moto et qui vend des maillots et partant sur le Dakar. Donc, et ce motard, je le rencontre sur le Dakar et sur la passe de Nema. C'est une grosse montée qui est compliquée, que moi j'avais la chance de connaître pour l'avoir fait en camion avant. En assistance. En assistance. Donc je le vois, il est complètement démoralisé, il veut arrêter, c'est fini pour lui le Dakar et tout. Alors moi je lui dis non, c'est pas fini. Enfin bref, je passe ma moto, je redescends et je lui donne un coup de main. Et on finit cette étape, on arrive sur 4 heures du matin. Et là, il y a un groupe de personnes que je ne connais pas, dont les journalistes de l'équipe. Et à l'arrivée, ils m'annoncent que c'est eux qui me décernent le fair-play des motards et le Saint-Bernard du désert, comme ils m'appellent. J'ai de la chance, Hubert Auriol me décerne le prix, le fair-play des motards. Super. Toujours ce lien d'aider, cette solidarité. Voilà. Même si quand tu es concurrent, tu t'arrêtes, tu aides. Pour moi, c'était comme ça le Dakar. C'était avant tout le Dakar, c'est ça, quoi. On arrive ensemble au bout. Donc l'année d'après, on vient me voir, on me dit jette un camion et fais-nous l'assistance. Et puis Marie se dit pourquoi pas, ouais, fais-le si c'est ton truc, fais-le. Donc j'ai acheté un camion et l'année d'après, je crois que je partais avec 12 motos déjà. Mais toi, tu pilotes toujours? Ah oui, bien sûr. Tu es concurrent quand même? Je suis concurrent et je suis bon dernier derrière mes amis, quoi. Ouais. Mes amis, quoi. Mais ta position, malgré tout, dans le classement, elle progresse. Oui,
On va parler du dernier Dakar parce que j'ai dû faire 7 ou 8 Dakar. À moto. À moto. Ouais, quand même. Et mon dernier Dakar, je finis 28 au général. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de monde en quad qui finisher et tout. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le quad. Justement, avant l'émission, tu m'as fait faire un petit peu la visite du propriétaire, la visite des lieux. On a vu ce quad et je te propose qu'on regarde tout de suite cette séquence, ce moment-là où tu me fais découvrir l'univers du quad au Dakar. Ok. Bah tiens, justement, tu vois, t'as Alan qui est remonté sur son quad. Super, salut Alan. Salut. Bon alors, nostalgique du quad. Un petit peu, ouais. Et ouais, c'est le mien. Ça fait du bien de remettre un peu les fesses dessus. Ça rappelle de bons souvenirs. C'était 2006. J'ai fait 2 années consécutives, 2006-2007. En rentrant mon dernier Dakar, 28e, je rentre, je dis à Maryse, l'année prochaine, je suis dans les 20. Et là, Maryse me remet les pieds sur terre en me disant, dans les 20, mais ça va mal finir. Et effectivement, c'était compliqué. Ça allait trop vite. Et là, je réfléchis, et je ne cherche pas trop longtemps. Je regarde un petit peu le quad. Le quad, j'avais pas beaucoup de finishers en quad. Premier Dakar en quad 2004 et 2005 où je gagne le Dakar. Tu as gagné le Paris-Dakar, Voilà. catégorie quad. Quand même, Ouais. c'est génial. Ouais. Ah, c'est fort, ça met des étoiles dans les yeux Respect, hein. quand papa gagne. Respect, hein. Voilà. Respect total. Depuis tout petit, c'est ça, on regardait le Dakar juste après les fêtes de Noël. Papa partir sur le rallye, toujours super excité. Et puis ben, voilà, on a pris goût dès de plus jeune âge avec mes frères. Et ça a toujours été un rêve et qui s'est accentué au fil des années en grandissant. C'est vrai qu'il avait l'âge de 12-13 ans, je lui avais promis, je lui ai dit quand tu seras grand, je t'emmènerai. Et puis moi, je n'ai pas arrêté les Dakar, j'ai continué. Et lui, il a grandi. Et j'avais fait une promesse. Donc effectivement, comme il vous dit, je l'ai emmené. Il a été longtemps le plus jeune finisher parce qu'il a fini le Dakar. Et c'était quelque chose de l'emmener quand même. Il y a une anecdote qui me revient en tête, c'est, je ne saurais pas dire le nom des villes de départ et d'arrivée, mais on avait 1000 km à faire dans la journée. Je crois qu'on a mis un truc comme 17 heures. Et ouais, c'est énorme. J'étais exténué, complètement à bout. On a terminé l'étape, il me semble, vers 22 heures. Bien sûr, il faisait nuit. Super fier d'avoir rallié l'arrivée, mais il y avait encore une spéciale. 300 bornes. 250, 300 km. Et ça a été super compliqué pour moi. Ça, j'ai vraiment le souvenir de piquer du nez, littéralement, sur le quad. Voilà. Et je piquais du nez, j'ai fini par m'endormir. Et c'est au dernier moment où j'ai vu les feux se rapprocher très très près de moi. J'ai compris que j'allais le percuter, j'allais percuter mon père par l'arrière. Et je crois que j'ai réussi à freiner un petit peu, mais j'arrivais beaucoup trop fort et je l'ai percuté de par derrière. On s'est mis en tonneau tous les deux sur la route. J'aurais pu me tuer. Ouais. Mais ça c'est, on est tiré. On a abîmé les quads, on les a basculés, remis sur les 4 roues. Et vous? On est reparti. L'ambiance au bivouac à l'arrivée, c'était chaud. Mais le lendemain, c'était fini, on a oublié. Les quads étaient remis en ligne, on est reparti. On a rencontré donc ton fils aîné avec qui tu fais les 2 Dakar. Mais après avoir roulé au Dakar à moto, en quad avec ton fils, qu'est-ce que tu peux bien faire d'autre derrière? Il se pose un peu une question à ce moment-là. Ah oui, complètement. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Louis Schlesser quand j'ai gagné le Dakar. Il est venu me féliciter. Donc je me permets de l'appeler en rentrant en lui disant je veux faire un buggy, je veux faire un 2 litres, un petit buggy sans pare-brise, sans rien. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, Jean-Louis me dit écoute, on a tous essayé le 2 litres, ça ne marchera jamais. Je raccroche le téléphone, Maryse était à côté de moi, je dis à Maryse c'est ça qu'il faut faire. Ah, parce que les autres ont raté. Voilà.
Voilà, c'est prière de ceux qui pensent que c'est impossible, de ne pas gêner ceux qui essayent de le faire. Complètement. Le 2 litres, moi je voyais bien le 2 litres Honda dans ce véhicule. Tout le monde mettait double amortisseur. Moi je voyais qu'un amortisseur, un mono-amortisseur par roue. J'étais déjà dans le futur parce qu'aujourd'hui tous les buggy ont qu'un amortisseur par roue. Donc, D'accord. je peux même dire que je suis un peu le précurseur du buggy, le petit buggy. D'accord. Donc tu avais cette idée-là et tu dis c'est pas grave. Même Jean-Louis Schlesser, homme énorme des rallyes, grande pointure, te dit ça et malgré tout tu dis je vais le faire comme Ouais, ça. ouais. Parce que Jean-Louis c'était déjà des châssis américains qu'il avait à l'époque. Ouais. Donc c'est des châssis qu'il faisait faire aux États-Unis. Et moi, quelque part, c'était châssis mais fait chez moi. Voilà. Là on vient sur le D de MD Rallye Sport, Voilà, le complètement. développement, Voilà. développement pour le Dakar. Voilà. Et tu te lances dans cette aventure. Et est-ce que tu réussis à mettre au point? Combien de temps ça te prend du coup? Écoutez, c'est simple. Aujourd'hui, le développement d'un véhicule, pour qu'il soit, comme on a pu rentrer dans les 10 sur un Dakar, et ça m'a une dizaine d'années pour le mettre au point. Super. Avant d'aller plus loin et de parler plus en détail de tes buggy parce qu'ils sont incroyables, tout à l'heure on a croisé tes deux autres garçons et j'ai l'impression que tout le monde, toute la fratrie, toute la famille vit ici autour de ce centre de développement. Donc, ouais. Complètement, parce que Alan, à la maison familiale, a repris la maison familiale. Moi, je me suis fait un petit appartement au-dessus des ateliers, forcément. Tu habites avec Maryse. Exactement. Et Kevin est au bout et Johan vit à droite à gauche. À droite à gauche. Voilà. Maryse, ça doit être génial d'avoir toute sa famille autour de soi tout le temps comme ça, vers tes trois garçons. Ah bah écoute, moi je suis la maman la plus comblée au monde, quoi. J'ai toujours mes garçons avec moi, donc Ouais. c'est génial. Ça se passe comme ça tout le temps chez les Morel? Oh, il y a des petits coups de gueule de temps en temps, on profite de Du génération, c'est normal, et puis ils sont tous les trois différents, leurs caractères différents, et puis ils ont qui tenir aussi. Donc non, mais dans l'ensemble, ça va. Mais pour une maman, avoir son mari et ses trois garçons qui font de la moto, des sports mécaniques, qui partent à l'aventure, ça doit être effrayant. Bon, ouais, par moment, mais moi j'ai pleine confiance en eux et je sais qu'ils iront pas au-delà de leurs limites comme Antoine, quoi. Il a toujours su rester raisonnable et il avait une petite famille aussi, donc non, ça se passe bien. Tu es de tous les voyages et de tous les Dakar. Ouais, Chaque fois tu es là dans l'assistance, oui, ouais. tu regardes de près. Je suis le maillon entre les mécaniciens. C'est très dur pour les mécaniciens. Le maillon, c'est avec les pilotes. Et il y a Antoine qui doit gérer tout ça et il ne peut pas tout absorber. Donc, le fait que j'en prenne une partie, quand il y a les petits bobos, ils viennent me voir. Et après, quand c'est plus de mon ressort mécanico, je dis bah, attends, on va aller en discuter avec Antoine. Au quotidien, comme dans l'aventure, vous vous complétez, quoi. Ouais. On se sépare pratiquement jamais. Tu disais justement, Antoine, rien de tout ça n'est possible s'il n'y a pas Maryse. Ah non, c'est clair. Déjà parce que c'est elle qui prépare l'avant-Dakar, et l'avant-Dakar c'est quelque chose. Hein. On a des pilotes qui s'occupent de rien, qui arrivent avec le casque et tout, donc c'est Maryse qui a tout fait en amont, on va dire. Donc Faut pas se cacher la face, c'est quand même un monde assez macho. Ouais. Le monde de la course automobile et tout. Mais le fait d'être une femme, les gens ont un peu de réserve, ils se permettent pas tout. Ils se permettent des fois des choses et je les remets gentiment en place. On peut absorber pas mal de choses, mais voilà, il faut du respect. Et c'était dur les deux premières années. Il a fallu que je fasse ma place quand même sur le Dakar parce que c'est pas toujours bien vu. Ouais. Et puis quand ils ont compris quel était mon rôle et moi je m'unisse pas plus que ça, je suis toujours derrière Antoine et ça se passe bien. Et toi, tu connais la famille depuis toujours, tu as vu les garçons bambins. Ouais. La première fois que j'arrive ici, ça se passe exactement de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es accueilli de la même manière. Donc c'était en 98. Et les Morel, c'est tu vas pas repartir. On va dîner ensemble. Et on dîne ensemble et on exprime un peu tout ce qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est le lien qui est très attachant avec la famille Morel, quoi. Et qui fait que 22 ans plus tard, on est autour de la table en train de Oui, partager. voilà. Et quand vous venez,
Et quand vous faites ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites exactement de la même manière qu'il y a 20-25 ans en arrière. On est dans une pièce particulière, c'est le sous-sol de la maison familiale. Alors, Kevin, toi, t'es le deuxième des trois frères. Après, ouais. Explique-moi, il a dû se passer 10 000 trucs, il me semble. Bah, c'est tout passé ici parce que c'est là que tout a commencé. On est dans la maison familiale, à la base, dans le sous-sol où mon père a fait ses premières vidanges de voitures, premières vidanges de motos, si tu veux. Donc nous, on a grandi dans ce sous-sol-là. On a fait nos premières mécaniques, on a fait nos premières soirées ici. Donc si tu veux, ouais, ce lieu-là, il est mythique pour nous, quoi. C'est là, c'est le cœur en fait de notre famille, je dirais. Tu oublies que tu as fait ta communion aussi. Ah, même les communions alors. Il n'y a pas eu que. Non, les trois communions ont été faites ici. À partir de quel âge ils ont commencé à rouler en moto? Alors Alan savait pas faire de vélo, qu'il avait déjà sa moto, je lui avais mis des roulettes. Ah ouais. Et j'étais derrière, je courais derrière avec une sangle déjà, tu vois. Et il savait pas faire de vélo. D'accord. Et toi Pascal, tu as connu cette pièce-là à l'époque? J'imagine que oui, parce que je crois que la cave à vin était dans le quartier. Hein. Oui, alors on nous parlait de première vidange, mais les premiers on a quand même goûté quelques vins. Ça, c'était la cave à vin qui est là. Juste à côté. Donc, oui, sous prétexte de venir les vidanges, de fournir l'huile. Oui, il y avait les premières vidanges, mais il y avait aussi les premières dégustations. Ah ouais. Mais la pièce a bien changé. Hein. On est loin du garage, de la pièce où il y avait les communions. Maintenant, c'est un super shop. Moi, j'ai l'impression d'être à Venice Beach. Dans des shops tendance bien connus. C'est un peu ça. Écoute, ouais, ça a bien changé parce que d'année en année, si tu veux, on a fait nos premières motos et nos copains nous disaient ah ouais les gars, j'ai pas les moyens de me payer une moto Morex, est-ce que tu fais un t-shirt et tout parce que j'adore l'identité. Donc de fil en aiguille, on a créé cette marque Morex Custom et ce lieu est devenu tout simplement naturellement un petit peu notre showroom. Je vois le suite, un super suite là aussi, Morex Custom. Explique-nous comment naît ce nom de Morex Custom. Ah bah là on est complètement dedans parce que Morex Custom en fait c'est MO, ça vient de Morel et Rex ça vient d'un fameux club mythique à Paris, le Rex Club si tu veux. Donc quand les gens venaient ici faire la fête, ils se disaient putain on est au Rex, il y a la musique du Rex mais on est chez les Morel. Donc ils ont fait un condensé des deux et donc ça s'est appelé Morex si tu veux. Ah voilà l'atelier là. Ouais, voilà, ça y est, on y est, ouais. C'est là où les motos, les Morex prennent vie alors. Exactement, écoute, c'est là où on imagine, c'est là où on construit, c'est là aussi où on prépare nos motos pour aller s'entraîner. De l'esprit scrambler mais aussi du custom. Ouais, complet, on n'est pas que scrambler, pas que motocross, on est aussi tourné vers le chopper. Moi c'est un truc qui m'a bercé aussi, alors ça vient pas de mon père, je sais pas d'où ça vient ce côté Californie là, mais en tout cas non, j'adore conduire ces motos là et sur la route à 70 km/h on a des sensations, il n'y a pas de suspension. T'es en rigide? Ouais, je suis en rigide. Ouais. Les seules suspensions c'est ça, hein. Ce sont les sorts de sel. Elles sont là, ouais. Ouais, mais là c'est un autre esprit, c'est vraiment California Dream et avec. C'est ça. Mais j'adore rouler avec cette moto. Si je pouvais rouler tous les jours avec, je le ferais. Et le moteur, un Harley Davidson, c'est mythique quoi. Là, c'est digne des plus belles préparations des grands noms du chopper. C'est ta première réalisation de chopper, ça? Ouais, celle-là, c'est ma première. Waouh! Et combien de temps t'as mis à la faire? J'ai mis facilement 2 ans, je pense. Et tout de suite après, j'ai fait ce 650 Dominator. Et j'ai eu un copain qui m'a dit un jour j'en veux une, un autre pote qui m'a dit aussi ça. Après j'avais des gens qui n'avaient pas le permis, donc on a customisé des 125 TW comme tu as pu voir dans le sous-sol tout à l'heure. Et voilà, on a fait un 500 fours. Aujourd'hui on a dû faire une quinzaine de motos si tu veux. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un logo comme une marque de voiture. Et mon père a toujours travaillé avec Marc. Marc, c'est un artiste, si tu veux, qui travaille l'étain. Chaque logo qu'on voit là, partout, il est fait à la main. Il est fait à la main. Il est fait à la main. Il y a un moule qui est fait, il fond son étain et après, si tu veux, il le reprend et à la main, il les polie chacun. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas tout à fait le même aspect. Ils se ressemblent beaucoup. On peut dire que c'est une pièce unique. C'est une pièce unique, ouais. Et on essaie de le coller sur chacune de nos préparations, même nos planches de surf. Mais je ne l'ai pas vu sur ces bécanes au fond là. Là, on parle d'autre chose. Hein. Ah ben là, on parle d'autre chose, ouais.
c'était Malmoto sur le Dakar. Et Malmoto. Ça veut dire Malmoto, précise pour ceux Alors Malmoto, c'est pilote. Et le soir, on n'a qu'une petite malle où on a toute la mécanique. Malle où voilà. on a toutes les affaires. Et la malle moto, c'est Yako. Et là, c'est compliqué pour moi, parce que pour moi, je ne pouvais pas mettre de l'huile Yako dans mes motos. Donc je vide les bidons et je remplis la motule dans les bidons Yako. Ah, tu mets la motule dans le bidon Yako. Parce que c'est motule et rien d'autre. Pour moi, c'est motule et rien d'autre. Et du coup, Pascal Tomec, tu le rencontres comment à ce moment-là? Gilles Marais, le représentant, me présente Pascal Tomec. Et Pascal Tomec veut m'assister jusqu'au départ. Et depuis, tu es resté fidèle à Motule? Ah bah complètement. Avec une belle relation d'amitié avec Pascal. Voilà, le garage, tout, les motos, même les motos des enfants et tout, ont toujours roulé avec Motule. Justement, Pascal Tomec est resté accroché au buggy. Tu l'as rencontré tout à l'heure. Alors Antoine, quand on se rencontre, 97-98, on ne parle pas de buggy. Et moi, le souvenir que j'ai des buggy, c'est les Américains avec une antenne, avec un petit drapeau, une roue large, des moteurs Volkswagen. Et puis maintenant, j'arrive chez toi au bout d'un certain nombre d'années. Là, on a les Bourins. Oui, la différence, c'est que ça n'a rien à voir avec les Américains. Voilà, donc mais on part quand même de cette histoire. Ouais. Et puis on développe. Et puis le Paris-Dakar qu'on a connu avec les 4x4 améliorés, maintenant on se dirige davantage vers des voitures comme on a connu par le passé, qui s'appellent des buggy, mais qui sont des buggy, quand je vois celui-ci, et on voit donc le 1, quand on se retourne sur la partie 2, après on a la partie, je vois qu'il y a ce qu'on appelle les châssis, donc moi qui suis principalement de la moto, et ayant connu par rapport à la moto, quand je vois ça, je me dis, c'est extraordinaire que dans un endroit de la Normandie, en Europe et dans le monde, on ait ce type de construction qui se réalise, quoi. Bah, écoute, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai mis, toi, ce véhicule a déjà 10 ans. Hein, donc, 10 ans. Ça a 10 ans et ça n'a pas été simple tous les jours de mettre ça à marcher parce qu'on n'est pas des usines. Il faut quand même que c'est passé par la case course. Et sur les courses, on a pu développer, on a cassé et on s'est aperçu qu'on n'avait pas assez d'essais et tout de fait ici. Donc voilà, effectivement, là tu me parles, l'Evo 3, c'est déjà une réalisation qui est quand même top. Pourquoi? Parce que Thomas a fait 9 sur le Dakar avec cette voiture. L'année dernière, on fait 11 et de là, ça nous remet on va dire les mécanos, même les mécanos, enfin tous, on a envie de faire quelque chose sur le prochain Dakar. Et on est en train les châssis que tu vois, Johan t'en parlera, l'Evo 4. Et l'aboutissement de tout ce travail, de toutes ces années, c'est de proposer ce type de buggy, parce qu'on ne peut pas appeler ça une voiture. C'est un buggy, donc ça porte vraiment un nom très particulier, qui est mis à disposition d'un concurrent pour une course. Alors on parle du Paris-Dakar, et pour Motule, c'est important le Paris-Dakar, parce que c'est une épreuve où on est les partenaires et on a beaucoup d'attention sur ce rallye. Alors là, on a l'aboutissement de la dernière génération d'Evo 3. Il est tout neuf, celui-ci, il partira sur le prochain Dakar. Et on va dire que c'est un véhicule, on parlait buggy, oui, il faut dire, c'est 2 roues motrices, c'est un gros débattement de suspension et tout. Et c'est un véhicule aujourd'hui qui a des grosses roues par rapport au 4x4. On a des plus grosses roues, on peut voir la hauteur des roues. Donc ça passe aujourd'hui mieux qu'un 4 roues motrices. D'accord. Mais c'est vrai, quand on regarde ce véhicule, on se dit, même quelqu'un qui n'en a jamais fait, aimerait faire un tour avec. Eh bien, écoute, après toutes ces explications sur le buggy, je t'invite à t'asseoir dedans. Tu t'assois ici, tu tiens cette barre, tu mets tes 2 jambes là et tu rentres comme ça et tu te laisses aller dans le buggy. D'accord. Tu t'assois bien là. Voilà. Donc je mets une première. Voilà, la deuxième. Une deuxième. Et tu te laisses glisser dans le buggy.
Bien écoutez, j'ai l'impression de rentrer dans un jeu vidéo. J'ai pas du tout d'idée. Je me dis seulement, vu les couleurs, les boutons et autres, ça donne vraiment envie. Hein. Bah, on va le mettre en route si tu veux. Bah, écoute, Tu appuies le contact est mis, tu appuies sur le vert et tu vas voir, il va démarrer. Vas-y. Encore. quand on est assis dedans, on n'a pas encore l'atmosphère. Mais à partir du moment où le moteur démarre, on se dit que là, il faut être bien dans sa tête pour prendre le volant de cette voiture. Lâche. Rien que d'être assis dans cette voiture, eh bien, ça met quand même une certaine pression quand même. Parce que c'est quand même une voiture de course. Ouais, surtout que par rapport aux voitures de course, tu as vu que tu es quand même assis très très haut. Tout ça, c'est pour le passage des dunes, pour dominer un peu toutes les dunes et tout. Après la moto, pour un motard, c'est le buggy le véhicule qui se rapproche le plus de la moto. Alors j'imagine qu'après celle-ci, il va y avoir encore de l'évolution. Bah écoute, tu me disais que la voiture, tu trouvais le tableau et tout, l'environnement sympa. Et on est en train de refaire l'Evo 4. Et là, moi, je t'invite à aller voir Johan qui, lui, a dessiné, que ce soit le tableau de bord, la carrosserie. Il a tout dessiné de l'Evo 4 et je t'invite qu'on aille le voir. Ah bah, volontiers. Au bout de 5 fois, ça va mieux. Hein, pour sortir de nous. Allez. Alors toi, Johan, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est encore une autre génération. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Evo 4 ? Bah, c'est un projet qu'on a commencé au début de l'année en sortant du dernier Dakar, le 2020. Avec le contexte, c'est sûr qu'on avait récupéré du temps en atelier et donc ce temps-là, on en a profité pour débuter les projets, tout ce qu'on avait derrière la tête. Donc c'est là qu'est né l'Evo 4. On a revu la copie, principalement le châssis. Voilà, revu pas mal de choses. C'est vrai que là, dans la compétition, le maître mot, c'est le poids. Donc l'idée générale, c'était de gagner du poids vis-à-vis de la génération 3. On améliore aussi le centre de gravité avec un nouveau réservoir qui vient maintenant en dessous les pilotes. Et là, on a eu la chance de pouvoir réaliser un projet avec une entreprise locale qui a une dizaine de kilomètres et qui nous a proposé tout simplement de refaire une carrosserie complète. Donc en partant d'un bloc de mousse et de le tailler avec notre cahier des charges, nos envies, notre style. Quand tu dis un bloc de mousse, c'est un gros cube rectangulaire qu'on pose par terre et, là, et on découpe. On leur a amené la mécanique, donc un châssis sur ses roues, sur ses trains pour avoir vraiment tout l'environnement de l'auto. Et eux, petit à petit, ont mis leurs blocs, voilà, des gros blocs de mousse pour avoir toute la matière. Et puis petit à petit, c'est tailler dedans, dégrossir. Et puis après, arriver à la lime avec le papier et pour avoir vraiment les lignes générales. Donc non, ce travail-là, c'était super observé. Une chance aussi pour moi de pouvoir mener à bien des projets comme ça. J'en ai toujours rêvé et là, c'est ce que je fais tous les jours. Donc non, c'est super. Antoine, quelle famille! C'est incroyable quand même, on sent que vous êtes soudés. Complètement. Aussi solidement que les châssis de tes buggy. Je pense que c'est extrêmement satisfaisant pour l'homme, pour le papa, que d'avoir, pour le mari, que d'avoir ce lien familial et tout ça autour d'une même passion partagée. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance avec Marie, c'est que toutes les conneries que j'ai pu faire, elle a toujours adhéré à tout ce que j'ai pu faire
tous mes loisirs, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu ma passion et tout, et elle a toujours été là pour m'accompagner et tout. Et puis, bah oui, mes 3 fils sont forcément... ils n'ont pas le choix, ils sont branchés, ils sont comme moi, ils sont voiture, moto et tout ce qui... Et Maryse a laissé les fistons suivre les traces du papa. Oui, il n'y a qu'une chose quand même, et il me casse un peu les pieds régulièrement, et je les interdis de faire le Dakar en moto. Ah, papa a pris des risques, mais... Voilà. Ouais, quel parcours extraordinaire, puis quelle satisfaction de voir ces enfants prendre leur envol, voler de leurs propres ailes avec leurs propres projets personnels qui donnent une continuité, mais à leur manière. Complètement, c'est bien, et pour moi, ils vont pas rester à mes crochets, ils vont partir, ils vont voler de leurs propres ailes avec le Morex, c'est une très bonne chose. Voilà, et l'émission, hélas, touche à sa fin, ça passe vite, on a passé un moment délicieux, tu nous as fait voyager de l'aventure, de la passion mécanique, merci beaucoup. À vous aussi, merci. I'm too wide from the city. I'm too wide for those living here. See the light across the sea. But think they do